Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaiterais vous donner 10 conseils en couture qui sont trop souvent oubliés. C'est parti. Premier conseil, ne payez son matériel qu'une seule fois. Il y a un dicton qui dit « Acheter de la qualité, c'est choisir de ne payer qu'une seule fois ». Et je trouve que c'est plutôt vrai. Ça, c'est une erreur que j'ai faite lorsque j'ai débuté la couture. J'étais pas persuadé de continuer, que ce soit une passion que je traîne comme ça depuis tant d'années. Et du coup, j'ai essayé de choisir mon matériel le moins cher possible, de façon à ce que si j'arrête, si d'un coup la couture ne me plaît plus, je n'ai pas trop investi dedans et que je ne sois pas dégoûté d'avoir dépensé tant d'argent finalement pour rien. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était une erreur qui aurait pu me faire arrêter la couture carrément. Parce qu'en choisissant du matériel bas de gamme, on choisit également des outils qui vont fonctionner normalement moins bien que du matériel de qualité. Je prends l'exemple d'une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux que vous allez acheter peut-être 1 euro dans un magasin où tout est à 1 euro, c'est pas une paire de ciseaux idéale pour couper du tissu. C'est une paire de ciseaux qui, je ne sais même pas pourquoi elle va être idéale. Peut-être pour couper du papier, ça va suffire. Mais pour couper du tissu, il va vous falloir quelque chose d'un peu plus résistant, d'un peu plus tranchant, fait pour découper du tissu finalement. Donc, moi, la première paire de ciseaux que j'ai acheté, je l'ai payé assez peu cher. À l'époque, j'avais l'impression d'avoir mis quand même une bonne somme d'argent, ça me semblait être quelque chose d'important la paire de ciseaux puisque c'était vraiment le premier contact qu'on a avec son tissu lorsqu'on le coupe et du coup j'avais dépensé 15 euros, somme énorme à l'époque. Et cette paire de ciseaux, je l'ai toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui elle me sert à découper du papier puisqu'elle ne découpe rien d'autre et elle est juste ici, là c'est la paire grise là-bas au milieu des deux autres et elle a marché très bien pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, ça a été un enfer de l'utiliser puisque elle ne coupait plus du tout le tissu, quoi. J'étais obligé vraiment de passer plusieurs fois au même endroit, d'insister comme un malade lorsque je voulais découper mon tissu. Et le souci, c'est que ça découpait mal, que ça faisait mal aux mains, évidemment, à force de découper et de forcer sur la paire de ciseaux. Et c'est quelque chose qui, je pense, peut à terme dégoûter de la couture si vous n'avez pas le bon matériel. Et là, l'exemple du ciseau, évidemment, s'applique à tout. À la machine à coudre, au tissu qu'on va acheter, aux règles, au fer à repasser, à la planche à repasser. À partir du moment où vous avez un achat à faire en couture, ou même dans votre vie de tous les jours, au final ça marche pour tout, mais là je parle de couture, à partir du moment où vous avez quelque chose à acheter, réfléchissez à l'usage que vous allez en faire. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous servir une fois? Bon, et dans ce cas-là, vous pouvez même vous poser la question de savoir si ça vaut le coup de l'acheter, mais c'est pas la question. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous servir de façon très éphémère ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez utiliser de façon régulière? Et auquel cas, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre un petit peu, économiser de l'argent et acheter ce qui se fait de mieux pour cet objet? Mon propos, c'est pas du tout de dire que ce qui est pas cher est forcément mauvais. C'est pas le cas. Il y a des bonnes surprises parfois, mais quand même, globalement, à partir du moment où vous décidez de payer un accessoire, un outil de qualité, vous avez quand même plus de chances d'être satisfait de cet achat. Et c'est quelque chose qui va marcher pour à peu près tout. Je prends l'exemple, par exemple, tout bête, des petites pinces de couture. Vous pouvez décider d'acheter les premiers prix sur Amazon, sur AliExpress ou en mercerie, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir qu'elles vont normalement plus rapidement se casser qu'une pince de la marque de base, quoi, qui est Glover, je crois. Clover. Et en gros, voilà, à un moment donné, il n'y a pas non plus de secret. Si les industriels arrivent à produire des choses moins chères, c'est qu'ils font des économies sur le matériel, ils font des économies sur la recherche, ils font des économies sur les matières premières à l'intérieur de ce que vous achetez. Tiens, je prends aussi l'exemple du fil à coudre. Le fil à coudre, c'est peut-être la chose sur laquelle on va essayer de faire des économies parce que ça nous paraît pas super important. Et puis, il y a quand même une grosse différence entre les fils à coudre. On va trouver 10 bobines à 1 euro et un fil plus cher, type Gutermann, à entre 3 et 5 euros les 100 mètres ou 200 mètres selon la taille de la bobine. Ça fait quand même une sacrée différence, surtout lorsque vous achetez beaucoup de bobines, parce que c'est joli les bobines au final. Sauf que du fil à coudre de mauvaise qualité, c'est quand même la garantie d'avoir quelques soucis, soit immédiatement, soit à la longue. Immédiatement parce que le fil va être irrégulier, il va casser,
il va être un peu pelucheux. Enfin, on sent assez vite quand même la différence entre un bon et un mauvais fil. Sur le moment, vous allez avoir des points qui sautent, vous allez avoir le fil qui se casse. Ça va être assez problématique quand même de coudre avec ce genre de fil. Et le fil de mauvaise qualité va encrasser votre machine à coudre à la longue. Le fil étant un petit peu irrégulier, pelucheux, ça peut avoir tendance à limer les pièces à l'intérieur de la machine, limer les pièces sur lesquelles le fil passe, et ça peut également encrasser la machine parce que vous allez avoir tout un tas de petits résidus de poussière, de fil qui vont se déposer dans la machine et l'encrasser et la faire moins bien marcher. Bref, c'est jamais... Alors là, pour le coup, le fil, c'est jamais vraiment le bon système, le bon truc sur lequel il faut faire des économies parce que c'est vraiment une tannée. Ça vous embête sur le moment parce que ça va péter et ça vous embête à la longue parce que ça va péter votre machine. Donc, la chose importante, selon moi, lorsqu'on a un achat à faire, c'est de savoir comment on va l'utiliser et surtout à quelle fréquence. Pour une machine à coudre, je pense que la réflexion est un peu différente. Une machine à coudre, en gros, ça va commencer, il y a des prix aujourd'hui à 50 € et ça monte jusqu'à plusieurs milliers d'euros. L'idée, c'est pas de se dire, alors même qu'on n'a jamais cousu de sa vie, bon, allez, j'économise pour me payer la machine la plus chère qui existe, parce qu'au moins je serai certain ou certaine de ne pas être déçu et de commencer la couture dans les meilleures conditions. C'est pas exactement ça. Pour la machine à coudre, c'est un peu différent, puisque vous allez acheter une machine à coudre en fonction de ce que vous avez l'intention de faire. Si c'est pour débuter la couture, je pense que c'est comme un instrument de musique. Vous allez pas, si vous vous mettez demain au piano, je pense pas que la meilleure idée ce soit d'acheter un piano à queue pour faire des gammes. Vaut mieux commencer avec peut-être un petit synthétiseur à quelques centaines d'euros plutôt qu'au piano de concert à plusieurs dizaines de milliers. Mais bon, après ça dépend évidemment aussi de votre bourse. Si vous avez envie de vous faire plaisir d'entrée de jeu et d'acheter, je reviens à la couture, la meilleure machine à coudre du monde, tant mieux pour vous. Mais encore une fois, la machine à coudre, c'est un petit peu différent dans le sens où lorsqu'on débute, on va pas forcément commencer par des pièces très compliquées, par de multiples épaisseurs dans tous les sens. Donc une machine à coudre d'entrée de gamme, pour se faire la main, pour essayer des choses, peut-être pour se rendre compte que la couture c'est pas fait pour soi, ça peut être une solution. À titre perso, moi j'ai commencé avec une machine qui était la Brother FS40, qui est une machine à l'époque qui coûtait 170 €. J'ai pris cette machine parce qu'elle était... déjà à l'époque il n'y avait pas les machines Lidl et compagnie, donc c'était pas une option pour moi, et c'était vraiment une machine d'entrée de gamme, et c'était pourtant une machine qui avait de très bons commentaires sur les quelques sites qui en parlaient. Donc c'est pour ça que j'ai investi là-dedans. Honnêtement, j'aurais jamais mis plus de 200 € dans une machine à coudre à l'époque. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette machine, moi, me sert toujours lorsque j'ai des petites choses à faire ou lorsque ma machine principale est en réparation, par exemple, ou en révision. Aujourd'hui, si je devais reprendre à zéro la couture, j'ai jamais cousu de ma vie, j'ai l'intention d'acheter une machine et je sais aujourd'hui que je vais continuer, que c'est quelque chose que je vais faire longtemps, régulièrement. Je pense que j'irai directement sur une machine 2-3 fois plus chère sans souci. Celle-là, elle vaut 500-600 €, je ne sais plus exactement. Et honnêtement, elle convient parfaitement à tout ce que je fais en couture. Et la FS40, par contre, est un peu limitée. Dès qu'il s'agit de passer une épaisseur, c'est compliqué. Donc le premier conseil, c'est toujours garder en tête ce qu'on a l'intention de faire avec le matériel qu'on achète. Ne pas forcément essayer d'avoir les meilleurs prix toujours, parce que, en règle générale, tirer les prix vers le bas, ça tire également la qualité et ça peut apporter son lot de problèmes. Second conseil couture qu'on oublie souvent, il faut coudre selon son niveau. C'est quelque chose qui paraît normal, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est quelque chose qu'on oublie régulièrement parce que on a des coups de cœur. Je vois pas mal de personnes en fait qui s'engagent sur des projets pour lesquels ils n'ont pas encore tout à fait les compétences pour le faire. Ça arrive généralement lorsqu'on achète un bouquin de couture ou lorsqu'on achète un magazine de couture et qu'on tombe sur un modèle qui nous plaît bien, un modèle qu'on a envie de faire, dont on a besoin peut-être parce que, tiens, un super manteau dans ce magazine, il me plaît vachement, je sais exactement quel tissu je vais utiliser, c'est la saison en ce moment puisqu'il fait un temps de chien et que le froid débarque, donc je vais avoir besoin d'un manteau, donc je me lance. Et au final, on ne fait pas trop gaffe au niveau de couture qu'il faut pour se lancer dans ce modèle et ça devient une galère qu'on va traîner sur 6 mois, 9 mois, pour lesquels on va sans doute dépenser pas mal d'argent,
Là, dans l'exemple d'un manteau, c'est forcément l'achat d'un tissu qui va être assez cher, il va y avoir de la doublure, bref, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte qui vont pouvoir nous dégoûter, tout simplement parce qu'on est en train de se lancer dans un projet qui est trop compliqué pour nous. Et il n'y a pas de honte à se dire que bah, ça, je sais pas faire, quoi. L'apprentissage de la couture, c'est progressif. On commence pas la couture par coudre une robe de mariée ou un costard. Ça, c'est pas possible. Peut-être que dans un Disney, ça marche, peut-être que Cendrillon y arrive, mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible dans la vraie vie, malheureusement. C'est peut-être que dans Matrix aussi, c'est possible. C'est-à-dire, on vous branche un truc dans le cou, et d'un coup, vous savez coudre. Non, ça, c'est pas le cas. En couture, il va falloir commencer par des choses plutôt basiques. Honnêtement, moi, le truc que je conseille pour débuter, ça va être les petits cotons démaquillants, parce que c'est uniquement des carrés. On apprend un peu les techniques de base avec ce truc-là, sans trop se planter. Et quand bien même on se plante, c'est pas ultra grave, parce que bah, c'est des cotons qui vont servir à se démaquiller la tronche. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez montrer à d'autres personnes a priori. Et c'est des choses qui vont s'abîmer avec le temps, puisque vous allez les utiliser régulièrement sur votre tronche ou sur les fesses d'un bébé. Donc c'est moins grave, disons, de se rater sur ce genre de projet de débutant. Tout ça pour dire que vous commencez la couture, vous avez peut-être l'impression de progresser vite, c'est possible, mais c'est pas pour ça que vous êtes fort sur tout, malheureusement. Et il va falloir apprendre progressivement, faire les choses dans l'ordre et faire en sorte de progresser en faisant des projets de plus en plus durs ou qui demandent des techniques de plus en plus précises ou qui utilisent un tissu un peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de coudre lorsqu'on débute avec des tissus basiques, des cotons qui ne sont pas extensibles, qui ne sont pas glissants, tout ça. Bref. Donc lorsque vous flashez par exemple sur un patron de couture, lorsqu'il y a un projet qui vous intéresse, vérifiez bien que c'est un projet qui est à votre niveau. La plupart des créatrices et des créateurs mettent une espèce de notation du niveau de couture qu'il faut avoir pour piger ce qui se passe. Suivez-le. C'est pas toujours très fiable, mais globalement, quand quelqu'un dit que le modèle est compliqué, c'est qu'il s'est un peu galéré à le faire. Et s'il dit que c'est facile, là, ça dépend un petit peu de la personne. C'est-à-dire, il y a des choses qui paraissent faciles à certaines qui ne le sont pas pour d'autres. Donc méfiez-vous juste de ça, mais globalement, fiez-vous à ces trucs-là, fiez-vous également à votre instinct. Si vous voyez que vous ne pigez pas une étape d'un patron, bah peut-être qu'il ne faut pas y aller, quoi. Pour le moment. Conseil numéro 3, tester et adapter les réglages de sa machine en fonction de ce que l'on coud. Lorsqu'on débute la couture, c'est vrai que le réglage d'une machine à coudre, c'est toujours un peu l'angoisse, c'est toujours un peu la prise de tête. On a l'impression qu'il va falloir changer 40 milliards de trucs à chaque fois qu'on change de tissu, et c'est vrai. Apprendre à régler sa machine à coudre, c'est le b.a.-ba de la couture. C'est très important d'adapter votre machine en fonction du projet que vous êtes en train de faire, en fonction du tissu que vous êtes en train de piquer. Et les réglages vont être différents d'une machine à l'autre, d'un tissu à l'autre. Et c'est ça qui est compliqué. Si vous avez la chance d'avoir une machine à coudre électronique, il se peut quand même que la majorité des réglages se fassent lorsque vous sélectionnez le point que vous allez faire. Cependant, il y a quand même des choses que la machine à coudre ne peut pas deviner. L'épaisseur que vous allez coudre joue dans la taille, par exemple, du point que vous allez faire. Plus l'épaisseur est grande, plus normalement il est conseillé d'allonger un petit peu le point et de baisser également un petit peu la tension du fil supérieur. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend avec le temps, qu'on découvre avec le temps, mais ce sont des automatismes à avoir lorsque vous allez débuter un nouveau projet, tester un petit peu, mais il faut absolument essayer les choses avant même de piquer votre projet final. Je m'explique. Lorsque vous avez un point à faire, il faut systématiquement le tester sur une chute du tissu que vous allez piquer avec l'épaisseur que vous allez piquer. Donc si vous vous apprêtez à coudre 2 épaisseurs de tel coton, vous prenez une petite chute de tissu qui traîne par terre normalement et vous faites un test avec votre machine à coudre pour voir si le point que vous vous apprêtez à faire sur votre projet va être correctement piqué, si la tension est suffisamment grande, si l'aiguille pique bien à l'intérieur, qu'elle n'abîme pas le tissu, qu'elle ne force pas, que la machine coud sans aucun souci. Il n'y a pas de recette miracle malheureusement pour les réglages de la machine à coudre, c'est-à-dire vous pouvez acheter 2 fois la même machine et piquer 2 fois le même tissu. Il peut y avoir des petites différences pour chacune d'elles. C'est d'ailleurs pour ça que ça sert à rien de demander lorsque vous achetez un tissu ou lorsque vous regardez un tuto par exemple, ça sert à rien de demander quelle est la tension du fil qu'utilise la machine parce que sur votre machine à coudre, ce sera forcément un petit peu différent. Le meilleur allié pour tout ce qui est réglage de sa machine à coudre, ça reste quand même
le mode d'emploi de cette dernière. L'idéal, c'est quand même de l'avoir sous la main, surtout lorsque vous venez de l'acquérir. L'idéal, c'est d'avoir toujours le petit manuel à côté de vous pour vérifier que le point que vous êtes en train d'utiliser est correctement réglé. En règle générale, les fabricants indiquent, conseillent des niveaux de tension par exemple, conseillent des longueurs de points, conseillent tout un tas de choses en fonction de ce que vous vous apprêtez à coudre. Ces conseils sont utiles, bien qu'il ne soit pas forcément nécessaire de les suivre à la lettre, puisque encore une fois, il y aura une grosse différence si vous cousez deux épaisseurs de tissu coton basique léger et deux épaisseurs de denim par exemple, ce sera radicalement différent. Les réglages ne seront pas les mêmes du tout. Et tant qu'on en est à parler de réglage de machine à coudre, il va falloir également correctement choisir son aiguille. Des aiguilles pour machine à coudre en couture, il y en a des pelles. Enfin, c'est assez simple en fait, il y a autant de types d'aiguilles que de genres de tissus finalement. J'avais fait une vidéo exprès sur le choix d'une aiguille à coudre, que je vous remets d'ailleurs juste ici. En gros, ce qu'il faut se souvenir, c'est que selon le tissu que vous allez utiliser, selon l'épaisseur que vous allez avoir besoin de coudre, il va falloir choisir l'aiguille la mieux adaptée. Donc si vous cousez simplement du coton, tout ce qu'il y a de plus basique, du coton qui ne va pas être élastique, on va utiliser une aiguille standard. Si c'est pas trop épais, on va coudre avec une aiguille de 80, peut-être 90. Et si vous partez sur quelque chose d'élastique, on va utiliser une aiguille stretch, peut-être super stretch. Si vous souhaitez coudre du cuir, du simili, on utilise une aiguille spéciale cuir. Si vous voulez coudre du denim, du jean, on part sur une aiguille jean. Jusque-là, ça paraît pas trop compliqué, mais ce sont des choses qu'on oublie avec le temps parce que vous allez pouvoir coudre avec une aiguille universelle à peu près tout et ça peut fonctionner un temps si vous voulez. Sauf que c'est pas génial, c'est-à-dire le jour où vous allez avoir un souci, que l'aiguille va être un tout petit peu abîmée, ça va tout de suite ne plus fonctionner. Vous risquez également de tordre ou de casser votre aiguille et ça c'est jamais top, ni pour la machine, ni pour vous si l'aiguille est projetée. Donc voilà, il y a quand même ce petit effort à faire de régulièrement, lorsque vous vous engagez sur un nouveau projet, de vous dire quel type d'aiguille je vais avoir besoin par rapport au type de tissu et à l'épaisseur que je vais coudre. J'en dis pas plus sur les aiguilles à coudre, retenez juste ce truc-là que voilà, faut pas hésiter à changer son aiguille lorsqu'elle paraît un peu pourrie ou lorsqu'elle n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de coudre. Si vous savez que vous avez mis une aiguille universelle et que vous vous apprêtez à coudre du jersey, du tissu sweat, ce genre de choses, vaut mieux changer et passer sur une aiguille adaptée à ce genre de tissu. Conseil numéro 5, commencez avec des tissus faciles. Je pense qu'on a été très nombreuses et nombreux à faire cette erreur, c'est de se pointer dans une mercerie et d'acheter le premier tissu qui passe parce qu'il est beau, parce qu'il est doux, parce qu'il a l'air super, et oh, j'ai une super idée de truc à faire avec ce tissu, et de ne pas se rencarder sur le tissu. Moi, c'est une erreur que j'ai faite lorsque j'ai voulu faire un pyjama pour ma gamine. C'était vraiment alors pour le coup, c'est le premier projet de vêtements que j'ai fait. Donc coudre un pyjama, une espèce de grenouillère, vous voyez, un truc intégral pour bébé. Et à l'époque, j'avais envie de le faire avec un tissu hyper doux. Je trouvais ça cher, en fait. Tout ce qui était minky, tout ce qui était velours, je trouvais ça quand même assez cher. Et j'étais tombé sur la panne de velours, qui était douce, qui avait l'air super finalement, et puis qui était genre à 5 € le mètre. C'était une bénédiction finalement. Sauf que la panne de velours, lorsqu'on n'a jamais cousu de sa vie, ou très peu, comme c'était mon cas à l'époque, c'est un enfer. C'est un tissu qui est élastique dans tous les sens, c'est-à-dire vous pouvez vraiment le tirer dans tous les sens, ça va bouger. C'est un tissu avec des poils, et alors coudre des poils, honnêtement, c'est pas marrant, puisque lorsque vous mettez endroit contre endroit les poils entre eux, donc ça fait une épaisseur qui va bouger dans tous les sens, vous ajoutez à ça l'élasticité, c'est vraiment... Ce jour-là, j'ai cru que j'allais arrêter la couture parce que j'ai sorti un pyjama qui était... Enfin, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à refaire ce truc-là, essayer de piquer correctement. Je reviens à l'astuce juste avant des aiguilles qui étaient mal choisies. Me connaissant, je pense que je n'avais pas changé d'aiguille et que j'étais toujours avec une aiguille standard, alors qu'il aurait fallu utiliser une aiguille spéciale stretch. Donc ça a été un calvaire qui aurait vraiment pu me faire abandonner l'idée de faire de la couture parce que j'étais vraiment à deux doigts d'envoyer la machine à coudre à travers la fenêtre. Donc lorsqu'on n'est pas à l'aise en couture, on débute avec des tissus faciles. Et en plus, coup de peau, c'est pas forcément les plus chers.
Donc de la popeline, des cotons basiques, des tissus qui ne sont pas élastiques, qui ne sont pas glissants, qui ne sont pas avec des poils, un tissu qui ne va pas vous prendre la tête et qui va vous permettre tranquillement de découvrir les joies de la couture, de coudre de façon sereine, sans vous planter et sans avoir de mauvaises surprises. Les tissus élastiques, la mauvaise surprise habituelle, c'est que vous avez vos deux pièces qui font la même taille, vous les cousez ensemble et d'un coup, la pièce du dessus est 2 fois plus longue. Ça, c'est un peu chiant parce que du coup, il faut découdre pour ensuite refaire. On ne sait pas pourquoi ça a bougé. Bref, il n'y a rien qui va, quoi. Donc si vous débutez en couture ou si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, commencez par des tissus qui ne sont pas élastiques. Ça, c'est vraiment la base et qui donc ne sont ni glissants ni à poil parce que c'est des choses qui vont vous embêter lorsque vous allez coudre et sans doute vous dégoûter. Et lorsqu'on vient d'acheter son tissu, la première chose à faire, c'est de le laver. Alors pourquoi il faut laver ces tissus lorsqu'on vient de les acheter? Il y a la situation à laquelle on pense tous, c'est-à-dire un tissu, ça peut déteindre et ça peut aussi bouger, ça peut se rétrécir notamment lors du premier lavage. Effectivement, les tissus qu'on achète en mercerie peuvent déteindre et peuvent rétrécir, surtout s'ils sont dans une matière naturelle, donc tout ce qui est coton, laine, chanvre, même s'il n'y en a pas des masses, enfin toutes ces matières voilà, qui ne sont pas issues de la pétrochimie, ça a tendance de temps en temps à rétrécir et un peu quand même plus rarement à déteindre. Donc il faut faire attention à ça parce que un tissu qui rétrécit, si vous l'avez fait pile poil à votre taille ou à la taille de votre gamin, eh ben, c'est un tissu qui, lors du premier lavage, va être immétable et un tissu qui déteint, alors c'est moins grave parce que ça restera portable, mais ce sera juste moche quoi. Si vous avez deux couleurs sur votre vêtement et que l'une des deux coule sur la seconde, c'est pas ce que vous aviez prévu au début, c'est pas joli, et potentiellement, lors du lavage, vous allez aussi esquinter toutes les autres fringues qui traînent dans la machine avec. Ça, c'est pour la première raison, mais il y a une raison quand même qui me paraît plus importante, c'est que votre tissu, vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas où il a traîné, vous ne savez pas qui l'a tripoté avant que vous l'achetiez. Et c'est là que, surtout en ce moment, si vous voulez, moi c'est réellement ce qui me motive à laver mon tissu à chaque fois que je l'achète, c'est que j'ai pas forcément envie d'imaginer Madame Michu en train de se gratter les fesses et ensuite tripoter le tissu parce que oh il est joli et puis il est tout doux et puis machin. On ne sait pas non plus où a été stocké le tissu. Lorsqu'un tissu est fabriqué, généralement c'est assez loin de la France, puisqu'il n'y a quand même pas énormément de fabricants en France à l'heure actuelle. Donc c'est un tissu qui a été fabriqué à 6000 km de chez nous, qui a voyagé en camion, qui a voyagé peut-être en train, sûrement en bateau, et qui a été en contact avec de la poussière, avec peut-être des rats, peut-être qui a été stocké dans des entrepôts qui sont, bah voilà, on ne sait pas en fait comment ils sont entretenus, on ne sait pas dans quel état ils sont. Donc toutes ces choses-là me motivent à laver mon tissu dès que je le ramène à la maison, parce que j'ai pas envie, surtout que moi je fais des vêtements enfants, j'ai pas envie que ma gamine ait sur sa peau un truc qui a traîné je ne sais où. Conseil numéro 7, tester chaque étape d'un patron. Alors ce conseil rejoint un petit peu le conseil numéro 2 que je vous ai donné de coudre selon son niveau. Là l'idée c'est vraiment de décrypter chacune des étapes d'un patron pour s'assurer qu'on comprend bien toutes les étapes. Alors je pense que nous sommes tous et toutes d'accord là-dessus, c'est pas forcément la partie la plus rigolote de la couture. Lire un patron de couture, c'est quand même pas de la grande littérature, les personnages principaux sont plutôt nazes, il n'y a pas une très très grande action, il n'y a pas beaucoup d'intrigues, il n'y a pas beaucoup de... Enfin bref, c'est pas vraiment le genre de lecture qu'on adore, simplement c'est pour éviter par la suite d'être bloqué à une étape et de gaspiller du tissu, de gaspiller du temps et de perdre ses nerfs surtout. Donc lorsque vous avez flashé sur un patron, première chose à faire, on vérifie que le niveau de difficulté correspond à peu près à ce qu'on sait faire. Deuxième chose à faire, on va lire chacune des étapes du patron pour s'assurer qu'on pige bien tout, que tous les mots de vocabulaire employés, toutes les étapes, les pliures, les piqûres, les je mets le tissu endroit contre endroit, machin, tout ça est bien compris, que vous arriviez à visualiser chacune des étapes. Ça, je pense que c'est important aussi de s'imaginer le coudre lorsqu'on lit le patron. Bah déjà, vous avez déjà fait une fois le projet dans votre tête, donc ça, c'est plutôt un bon début, je pense, pour ne pas se planter par la suite. Et au moins, vous êtes assuré d'aller jusqu'au bout sans être bloqué, soit par un terme technique, soit par une étape qui n'est pas forcément bien expliquée. Et le conseil suivant,
faire systématiquement une toile. Faire une toile en couture, c'est utiliser un tissu un peu bas de gamme pour faire complètement un patron et s'assurer qu'on comprend à nouveau bien toutes les étapes, qu'on arrive bien à tout coudre sans aucun souci du début à la fin. Ça permet également de vérifier que le patron grade correctement. Alors on peut vérifier autrement si le patron est bien à sa taille avant même de le coudre, mais là en l'occurrence ça vous permet de voir directement sur le tissu et de pouvoir enfiler le vêtement une fois qu'il est terminé. Faire une toile honnêtement c'est long, c'est pas forcément amusant, mais ça vous permet aussi de dédramatiser. À partir du moment où vous allez utiliser un tissu qui n'est pas aussi cher que le tissu que vous allez utiliser par la suite, ça vous permet de dédramatiser, ça vous permet de ne pas vous prendre la tête, peut-être de coudre plus vite, plus libre, et d'essayer le patron pour vous assurer justement que tout se passe bien. La toile, c'est le moment idéal pour rater les choses et les rater pour mieux les faire par la suite avec le tissu que vous avez choisi. Si votre toile est pourrie, eh ben, tant mieux. Au moins, vous avez fait toutes les erreurs que vous auriez dû faire si vous n'aviez pas fait de toile. Et ces erreurs-là, a priori, vous avez compris comment faire les choses mieux et vous ne les referez plus lorsque vous coudrez le patron de façon normale avec le tissu que vous avez choisi pour. Conseil numéro 9, respectez le sens du tissu. Les tissus ont un sens. Et quand je dis sens, je ne parle pas des éventuels petits motifs qui sont représentés sur la toile que vous avez achetée. On parle du sens lorsque le tissu est fabriqué, lorsqu'il est tissé. Respecter le sens du tissu, c'est la garantie, normalement, d'avoir un vêtement par la suite qui sera mettable. Si vous ne respectez pas le sens du tissu, alors déjà vous risquez de ne pas réussir à coudre les pièces qui vous sont demandées parce que il peut arriver que certaines pièces jouent justement avec l'élasticité du tissu et donc avec le sens, et surtout vous risquez d'avoir quelque chose avec un tombé un peu nul ou alors des pièces qui vont mal vieillir, qui vont se déformer à certains endroits alors qu'elles n'auraient pas dû. Sur la plupart des patrons de couture, j'imagine que vous avez vu les grandes flèches qui sont dessinées sur les pièces du patron. Ça correspond au droit fil, et le droit fil, pour parler très simplement, c'est la longueur d'un rouleau de tissu. Et alors l'autre sens, le sens perpendiculaire justement au droit fil, c'est la trame. Et il y a quand même un troisième sens au tissu, c'est le biais. Le biais c'est entre les deux, c'est-à-dire vous avez la trame, le droit fil, c'est à 45 degrés, et là c'est normalement sur la plupart des tissus, c'est la partie la plus élastique d'un tissu. Bref, quoi qu'il arrive, avant même de découper votre tissu, on vérifie bien le sens de ce dernier pour éviter de découper vos pièces n'importe comment et d'avoir des désillusions par la suite ou d'être déçu parce que vous n'allez pas réussir à coudre les pièces entre elles. Et enfin, dernier conseil en couture trop souvent oublié, il faut rater. Rater ses projets couture, malheureusement, c'est normal et ça fait partie du processus d'apprentissage lorsqu'on fait de la couture. Si vous arrivez à tout systématiquement, vous apprendrez forcément moins vite que si vous foirez des projets et c'est voilà, c'est quelque chose quand même qu'il va falloir intégrer et qu'il ne faut pas assimiler à un échec. C'est pas parce que vous ratez une couture, que vous vous plantez sur un projet, que tel vêtement que vous venez qui vient de tomber de votre machine est complètement nul, enfin nul, et pas métable par exemple, qu'il faut forcément tout remettre en question parce que, en l'occurrence, lorsque vous vous plantez sur quelque chose, vous allez apprendre pourquoi vous vous êtes planté. Vous allez découvrir des choses plus vite que si ça s'était passé sans aucun accroc. Donc, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de faire des choses peut-être un peu plus compliquées que vous pensez être capable de faire. Alors je sais que ça va un peu à l'encontre des conseils précédents, mais il y a certaines fois, lorsque vous vous sentez prêt ou prête, n'hésitez pas à choisir un projet un tout petit peu plus compliqué. J'ai dit un peu plus, j'ai pas dit immensément plus. Un tout petit peu plus compliqué et à ne pas avoir peur de vous planter. En l'occurrence, on revient aussi au conseil précédent de la toile. La toile, ça sert à se planter, ça sert à faire des erreurs et à les comprendre. Et c'est quelque chose qui doit faire partie de votre façon de coudre. Ne partez jamais avec l'idée que ça va être réussi du premier coup parce que, encore une fois, c'est possible d'y arriver du premier coup. Mais à titre perso, moi, tous les projets que je fais, tout ce que vous voyez sur la chaîne YouTube, sont des choses qui ont été faites et refaites plusieurs fois avant
que je puisse enregistrer la vidéo et vous montrer le résultat final. Il y a toujours une phase de recherche, il y a toujours une phase de plantage, il y a toujours pas mal de tissu qui est utilisé pour rater les choses. Même si moi, évidemment, lorsque je me lance dans un tuto, dans un projet, l'idée c'est pas de me planter forcément, mais de ce que je remarque, c'est que systématiquement, il y a des erreurs et ce sont des choses que je corrige. Je prends des petites notes dans un carnet systématiquement, chaque étape est notée et régulièrement je fais des ajustements parce que je me rends compte que l'étape 2 finalement serait mieux à l'étape 5. Donc n'ayez pas peur de vous planter, ça fait partie du truc. À titre perso, je me plante systématiquement. Bon, voilà, et puis on s'en sort. Alors c'est plus long, mais ça permet de mieux apprendre également. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air, et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous, par là ou par là. Pour moi, c'est hyper important. Si vous voulez me filer un petit coup de main, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est possible maintenant via YouTube avec le bouton rejoindre qui est juste en dessous, bouton qui vous permet donc de donner un petit peu d'argent chaque mois. Et si vous adhérez au plus haut niveau, vous pouvez gagner ce pins collector de la chaîne. Voilà, moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.